Et on voit, on observe des options différentes qui sont prises par des associations, par des courants. C'est vraiment tout à fait normal, même si ce n'est pas toujours facile de comprendre de l'extérieur, ni de bien identifier les interlocuteurs. Moi, je trouve que ce travail identitaire, c'est aux musulmans de le faire. Et la meilleure attitude, tant de la part de personnes comme moi, que des associations non musulmanes, que des pouvoirs publics, la meilleure attitude me semblerait être de laisser du temps à ce travail. C'est un travail long que de savoir ce que devrait être un islam belge, un islam européen. C'est normal que ça prenne du temps et que ça demande des débats. Et c'est un travail qui, de mon point de vue, nécessite aussi une certaine confiance, un regard positif et le plus soutenant possible pour que ça puisse se faire dans la paix, je dirais. Et que ça puisse se faire aussi, bien sûr, dans le respect du cadre du droit et des espaces communs. Donc, peut-être en conclusion, je pense qu'on assiste depuis une cinquantaine d'années à une coexistence irréversible, enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, sur un même territoire, de référentiels différents, d'évidence, de représentation du monde, de civilisations qui évoluaient jusqu'à il y a 50 ans dans des territoires séparés et qui se retrouvent tout à coup sur le même territoire. C'est pas étonnant qu'il y ait des frottements, qu'il y ait des tâtonnements, qu'il y ait des recherches et que ça prenne du temps. Et donc, dans ce contexte-là, la tentation, ou même parfois le besoin du repli, peut être fort par moment. On aurait besoin de se replier sur ce qu'on connaît, surtout quand les vents de l'actualité sont contraires. Mais le mouvement long, il est là et il est irréversible. Et donc, c'est important de résister à la fois à la panique, au mouvement catastrophiste qui agite l'actualité, mais résister aussi à l'idée que tout peut changer du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va construire cette citoyenneté commune, cette identité commune. C'est un vrai travail qui requiert l'investissement de tous, la lucidité, la patience, pour qu'on puisse bâtir un espace qui soit réellement co-construit. Voilà. Pour le reste, je pense, comme l'ont déjà dit les deux autres intervenants, on est sur le même bateau et donc il faut favoriser tous les espaces de rencontre et de mixité possibles, toutes les collaborations sur les enjeux qui nous rassemblent comme citoyens, et ils sont nombreux. Il y a la question du travail, il y a la question de l'école, la question de la formation, la question du désintérêt de beaucoup de nos concitoyens pour la chose politique. Il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels il est important que nous soyons ensemble. Et moi, je pense que les regards, ils évoluent déjà. La génération qui nous suit, qui me suit, a dépassé déjà certaines raideurs qui pouvaient nous bloquer. Comme maman, moi je l'observe chez mes enfants, qui sont des jeunes adultes et qui s'étonnent parfois des questions qui me préoccupent. Ils sont, et vous êtes, vous les jeunes, déjà plus loin dans ce monde commun. Donc, tu n'as pas eu besoin que je t'adresse un petit papier. Merci Véronique pour cet exposé. Comme d'habitude, mettre en évidence quelques points sur lesquels vous aurez tout loisir de revenir. J'ai bien pris note de la démarche qui était la vôtre dans la construction de cette étude en 3 étapes. Voir, analyser et agir. Voir d'abord ce que les gens vivent. Ensuite, analyser, c'est-à-dire prendre distance et comprendre la société, les rapports de domination. Ce qui implique de se demander s'il y a des rapports de domination et qui sont les dominants, qui sont les dominés. Certains diront qu'à défaut de faire cet exercice, on ne fait que perpétuer les rapports de domination qui existent. Et puis enfin agir, c'est-à-dire un décentrement et contribuer à une autre dynamique de société. L'importance de l'interculturel et de l'interconvictionnel, mais pas en termes de eux et nous, ce qui serait une étape insuffisante. Mettre de côté les convictions pose aussi problème, même si ça permet d'éviter une série de tensions. Mais on ne fait en fait que mettre la poussière sous le tapis. Une co-construction est nécessaire. On se met ensemble sur pied d'égalité et on élabore le cadre ensemble. On n'élude pas les convictions, même si c'est plus difficile. Ce qui serait la base d'un véritable projet interculturel où on définit ensemble, en les co-construisant, les modalités du vivre ensemble. Il faut prendre le temps, rien ne s'improvise. Je terminerai évidemment en mettant en évidence 2 formules qui occupent et qui émaillent les débats publics, celui de l'islam belge, de l'islam européen. En soi, ce sont des concepts dont il faut se demander comment ils sont utilisés et à quoi ils renvoient.
Et puis je ne peux m'empêcher des formations professionnelles de revenir sur le mot que j'ai entendu, communautarisme. Simplement pour rappeler aussi que nous vivons en Belgique dans le pays du communautarisme institutionnalisé. Ce sont les articles 1 et 2 de notre Constitution qui prévoient que la Belgique est composée de 3 communautés. La communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone, avec leur parlement, avec leur gouvernement, avec leur matière. Et donc, il y a quelque chose de piquant, d'ironique que de reprocher d'éventuelles formes de communautarisme dans un État qui est basé sur le communautarisme. Merci Véronique, et nous terminerons avec Marwan Mohamed, même règle du jeu. Merci. Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes patients, pas trop fatigués, que vous comprenez. Je voulais juste remercier d'abord les étudiants qui se sont organisés, qui ont préparé l'événement de ce soir. Je ne sais pas si vous réalisez le travail que ça représente. On passe 2 heures, on assiste, on prend plaisir, on discute, on échange. Puis ils ont des semaines de préparation en amont, puis ensuite plusieurs jours pour faire la suite. Et rien que ça, c'est la contribution la plus importante, et j'espère que vous vous en rendez compte. Parce que, comme toutes les associations, ils ont besoin d'aide, de soutien, pas uniquement qu'on vienne dans des rôles de consommateurs, de compte. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du sujet de l'intervention de ce soir, j'ai toujours l'impression, quand on mentionne le mot identité, de me sentir personnellement interrogé. Et c'est la question qu'on se pose tous. C'est quoi mon identité? D'où est-ce que je viens? À titre personnel, j'ai toujours eu l'impression d'être né dans une faille spatio-temporelle, en fait. Dans la France des années 70-80, avec un papa égyptien, une maman algérienne, une nourrice marocaine. Tu vas à l'école catholique, tu regardes des dessins animés japonais à la télévision et t'écoutes de la musique américaine. Quel genre de bug historique et spatio-temporel ça devrait être. Et puis ça se traduit dans des situations du quotidien. Tu vas en Algérie, on te demande si tu sais parler égyptien et français. Tu vas en Égypte, on te demande ce que tu penses de ce qui se passe en Algérie. En France, on te demande quelque part c'est quoi ton origine, même si c'est Paris 18e. Et puis, systématiquement, il y a ces interactions-là. Et puis des fois, ça crée des tensions, des crispations avec soi-même, des crispations avec les autres. Parce qu'on n'apprend pas à apprendre qui on est. On n'apprend pas à savoir comment est-ce que toutes ces influences, toutes ces expériences, tous ces choix personnels ou ces choix de nos parents vont construire en fait qui nous sommes. Et quand on arrive à l'âge adulte, des fois, on peut avoir passé 15, 20 ans sans s'être posé ces questions-là et ça crée des bugs techniques. Pour ceux d'entre vous qui fêtent l'Aïd, je ne sais pas pour vous, mais dans ma génération, on avait une nouvelle habitude qui avait été créée, c'est quand on a des vêtements neufs pour l'Aïd, et surtout on avait toujours des baskets neuves, on sniffait l'odeur des baskets. On sniffait l'odeur des baskets et c'était devenu comme une espèce de geste rituel. L'odeur du neuf caractéristique, c'était quelque chose pour lequel on avait été conditionné. L'odeur du McDonald's, c'est quelque chose pour lequel on a été conditionné et qui faisait partie de notre culture. On croyait qu'il y avait une odeur caractéristique du McDonald's. Mais en fait, c'est l'odeur de l'huile déshydrogénée quand elle ne peut plus servir. En fait, c'est ça l'odeur. Et nous, on pense que ça sent bon le McDo. Et ça, c'est des choses pour lesquelles on a été conditionné. Même chose pour les petits gestes quand on apprend la vie, les codes du monde professionnel. Des fois, il y a juste une rupture directe, une crispation directe avec notre vie de famille ou notre vie personnelle. Il y a maman qui appelle au téléphone. Allô, salam alaikum, haboubi. Et toi qui es en musulman undercover, comme ça. T'as pas envie de savoir t'as pas envie que les collègues sachent que tu parles comme ça en arabe avec ta maman, ou que tu utilises des expressions islamiques, attention, radicalisation, parce que tu as répondu en arabe à ta maman. Cette langue, pour info, pour certains dossiers qu'on a eu à gérer au CCIF, il y a des gens qui ont perdu leur emploi dans un aéroport parce qu'ils parlaient en arabe. Parce qu'apparemment, cette langue, elle n'est pas une langue qui est à valoriser auprès des touristes et de l'accueil des gens qui viennent visiter l'aéroport de Nice, par exemple. Et puis nous, sans que qui que ce soit parfois nous ait demandé, on va minorer cette part de notre identité parce qu'on pense que ça va faire tâche. Ça va fauter. On va toucher un curseur identitaire et il y a quelqu'un qui va sortir le sifflet. Pop, pop, pop. T'es un peu trop arabe, t'es un peu trop noir aujourd'hui, ou t'es un peu trop turc, ou un peu trop musulman. Fais gaffe quand même, sinon je te signale à la RH. C'est pas comme ça que ça se passe.
Et à force de minorer ça ou de surjouer ça, en fait, on se retrouve parfois dans des processus de construction identitaire ou de déni identitaire qui nous font du tort. Qui nous font du tort à nous, qui font du tort aussi aux gens avec lesquels on vit. Nos amis, nos collègues, nos voisins, qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on n'était pas serein avec ça. D'accord? Donc, les identités qui ne sont pas construites, elles sont parfois des identités en souffrance, elles sont parfois des identités torturées, elles aboutissent parfois à la marge, et ça a été évoqué, à des identités meurtrières, là où on devrait construire des identités éclairées et éclairantes. Et je reviens tout de suite à la notion d'identité plurielle, et je la développerai un tout petit peu plus pendant mon intervention. On disait tout à l'heure que certains d'entre nous, ils sont le fruit de plusieurs cultures, une double culture, une triple culture. Mais une double culture, c'est pas une demi-culture. Être à la fois marocain et à la fois belge, c'est pas être à moitié belge et à moitié marocain. C'est être complètement à la fois sa façon à soi d'être marocain et sa façon à soi d'être belge. On renonce à rien entre une citoyenneté, une nationalité et une autre, une culture et une autre. Au contraire, c'est un enrichissement de l'un et de l'autre. Et on ne renonce à rien dans cette dimension-là. De la même manière qu'on ne renonce à rien en choisissant entre sa citoyenneté et sa spiritualité. La citoyenneté et la nationalité s'inscrivent dans un espace, la spiritualité et la foi s'inscrivent dans un autre espace. C'est aussi bête que de choisir entre être brun et être grand. Aimer tel type de littérature et aimer tel type de peinture. Ce sont des dimensions différentes de notre rapport à ce que l'on aime, à nos parcours. D'accord? Maintenant, revenons à la notion d'identité. Le titre de l'intervention de ce soir, c'est identité plurielle. Identité plurielle au singulier, ça veut dire que chacune d'entre vous est le fruit d'influences différentes. Votre identité, ton identité à toi, elle est déjà plurielle. Elle est la somme de tes expériences, elle est la somme de tes choix, elle est la somme de tout ce qui a infusé ton parcours. Des choses que tu as choisi de garder et de développer, de revendiquer, d'affirmer, de toucher de manière parfois très intérieure et très profonde. Et puis des choses dont tu as pris acte, ça fait partie de ton parcours, ça fait partie de ton héritage, mais ça ne te détermine pas. Et c'est ça la jalousie, c'est de dire, voilà, il y a des choses desquelles j'hérite, des choses que je vais garder, que je vais porter avec moi, que je vais emmener avec moi et que j'ai envie de transmettre, d'autres choses que j'ai envie de moduler ou que j'ai envie d'enrichir. Donc l'identité individuelle, elle est une identité plurielle déjà. Et nos identités collectives sont des identités plurielles. À travers cette salle, on a autant de façons d'être belge qu'il y a de personnes. On a autant de façons d'être étudiant, on a autant de façons d'être musulman, on a autant de façons d'être marocain, on a autant de façons d'être chrétien, athée, juif ou autre. Pourquoi? Parce que la construction identitaire, c'est un processus éminemment subjectif. C'est quelque chose de tellement intime, c'est quelque chose de tellement intérieur avant d'être extériorisé lorsqu'on le choisit, que c'est la définition même de la subjectivité. Et c'est pour ça que les débats sur l'identité, lorsqu'ils sont des injonctions politiques, sont si toxiques. Pourquoi? Parce qu'ils construisent l'identité comme une frontière. Elle n'est plus un choix personnel, un parcours personnel, un vécu personnel, une voie personnelle. Elle est une norme, elle est une frontière à l'intérieur de laquelle on détermine qui sont les bons Français, qui sont les bons Belges, qui sont les bons Britanniques, qui sont les bons Algériens, Égyptiens, Américains ou autres, et qui sont les mauvais. Cette identité, comme une frontière, elle devient un mur. Elle est un mur et elle est la pire injustice qu'on puisse infliger à la fois à ses concitoyens et à son pays. Pourquoi? Parce qu'une culture qui est emmurée, c'est une culture qui est déjà morte. Qui d'entre nous ici a déjà étudié le latin? D'accord? Le grec ancien? D'accord. Vous voyez que lorsque ça nous a été proposé, il y avait une démarche active pour enseigner le latin. Pourquoi est-ce qu'il faut enseigner le latin dans une démarche active de promotion de la langue? Parce qu'elle est morte. Parce qu'elle est morte et pour pouvoir hériter de la complexité de sa grammaire, du lien qu'il y a entre la langue latine et la langue française, de comprendre pourquoi cette langue est héritière de la précédente, il y a besoin d'entrer dans une démarche active pour faire vivre ou faire survivre la langue latine à travers les âges. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà morte. De la même manière, si aujourd'hui on va rentrer dans une dynamique défensive vis-à-vis de la culture européenne, dans le rejet de l'autre,
si on va essayer de définir de manière très normée ce que sont les symboles belges, ce que sont les symboles français, pour savoir, comme un test identitaire, qui sont les bons et qui sont les mauvais, c'est que quelque part, elle est devenue mortifère, cette identité. Alors même que quand elle est agile, quand elle est vivante, elle s'alimente et elle se nourrit d'elle-même. Regardez l'histoire des cultures, regardez l'histoire de la littérature française, regardez l'histoire de la poésie arabe, regardez l'histoire de la langue turque et des cultures qui vont avec. Dès qu'elles vont être normées, contraintes, enfermées, elles meurent. Dès qu'elles sont laissées libres à se connaître l'une l'autre, à s'alimenter l'une l'autre, à s'enrichir, eh bien elles vivent, elles se développent, elles changent de forme, elles introduisent des nouveaux mots, des nouvelles façons d'écrire, des nouvelles façons de penser. C'est ça qui est vivant. C'est vivant au niveau collectif, au niveau culturel, et c'est vivant au niveau individuel, dans la construction identitaire qui est la nôtre. Et c'est pour ça que c'est si important, à travers la construction de son identité personnelle, de se libérer de ça, de se libérer. Et dans les interventions que je donne souvent en public étudiant, il y a un mot sur lequel j'insiste, c'est la notion de fierté, la notion de dignité. Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous n'avez strictement rien à cacher, à la fois à travers votre identité personnelle, spirituelle, culturelle, votre nationalité. Vous n'avez strictement rien duquel il faudrait avoir honte. Soyez bien dans vos baskets, soyez bien dans vos talons, dans vos coupes afro, dans vos casquettes, dans vos foulards, dans vos kippas. Assumez-vous complètement. Soyez heureux et soyez fiers de ce que vous êtes. Allez au bout de vos projets et n'essayez pas ni de vous minorer, ni de vous aliéner en essayant d'intérioriser le regard de l'autre. Ce regard de l'autre, il est intéressant. Quand il est positif, quand il est bienveillant, il vient rasséréner notre cœur, il vient nous enrichir et nous élever spirituellement. Lorsqu'il est critique, il vient nous enseigner quelque chose, il vient nous faire progresser. Et lorsqu'il est destructeur, lorsqu'il est hostile, lorsqu'il est dans le mépris, lorsqu'il est dans l'humiliation, il faut être capable de s'en affranchir. Parce que ce qui est dit de vous ne raconte rien de votre histoire personnelle, mais dit tout de celui qui prononce. Donc soyez à la hauteur de ça, et rendez-vous compte que ce n'est pas uniquement quelque chose que vous faites pour vous, c'est quelque chose que vous faites pour nous. Parce que vous le sentez bien, Kamel l'a évoqué, Lila l'a évoqué, et Mehmet tout à l'heure aussi en introduction l'a évoqué. On traverse une période politique particulière, ça vous l'avez bien remarqué. Et dans cette période-là, il y a des choses qui peuvent se passer, des choses qui peuvent se crisper et qui peuvent aboutir à des conflits identitaires qui vont être très lourds et très profonds, desquels on va revenir très, très difficilement. Donc il y a non-assistance à France en danger. Il y a non-assistance à Belgique en danger. Il y a la possibilité pour nos pays de tomber dans de telles crispations que ce sera très difficile dans quelques générations de se voir les uns les autres et de se reconnaître tout simplement en humanité. Et c'est pour ça que c'est si important de le faire maintenant. Parce que la grandeur d'un peuple et toute la beauté d'un peuple qui surgit de ses failles, c'est d'être capable de les dépasser, pas d'en faire des failles structurelles qui nous définissent. Le drame, inversement, d'un peuple qui sombre dans le racisme et parfois dans le populisme, n'est pas dans la violence de ses extrêmes, mais dans le silence de sa majorité. Soyons une majorité vocale. Merci. Merci Marwan, je n'ai doublement pas eu besoin de sévir, ce qui est très bien, ce qui me fait grandement plaisir. Ça va nous donner la possibilité maintenant d'entamer les deuxième et troisième parties de notre conférence, mais je manquerai à mes devoirs si je ne relevais pas quelques mentions un peu croustillantes que je viens d'entendre. Le bug spatio-temporel, c'est assez succulent évidemment. Qui peut ici prétendre ne pas évoluer dans cette espèce de faille spatio-temporelle? J'ai l'impression d'être revenu dans Retour vers le futur. Je pense que je vais le regarder quand je rentre tout à l'heure. À force de minoriser ces identités, on se fait du tort et on en fait à d'autres. C'est vrai que si on n'a pas pris le temps de construire son identité, de l'assumer et d'être apaisé par rapport à cette identité, non seulement on se fait du tort, mais parce qu'on s'en fait, on en fait également aux autres. Si on n'a pas le temps de développer cette identité, on est porteur d'une identité en souffrance. Alors j'ai aussi noté que si on a deux identités, on n'a pas deux demi-identités. Effectivement, l'ironie dans laquelle beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre ceux qui ont la chance, la malchance, ça dépend un peu des moments, d'être porteur d'une double identité, c'est parfois d'avoir le sentiment
même parfois de faire le cruel constat qu'on est reconnu dans aucune des deux, ou reconnu pleinement dans aucune des deux. Or, ça devrait être une richesse, ça devrait être un avantage. Donc c'est un élément important qui a été mis en évidence. Distinguer les dimensions nationales et les dimensions spirituelles, ça me renvoie à cette espèce d'injonction de retourner en musulmanie. Évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait farfelu, mais c'est un peu parfois à cette idée que semble renvoyer une série de discours, d'identariser, de nationaliser quelque chose qui relève du spirituel, comme si c'était l'un ou l'autre et que c'était au même niveau que les notions évoluaient. Nos identités collectives sont des identités plurielles par nature, car la construction identitaire est intime et subjective. Donc j'ai bien mis en avant, comme l'a fait Marouane, que les injonctions politiques sont donc toxiques, car on impose des normes. Et en réalité, en imposant des normes, on met en évidence que l'identité qu'on veut imposer est une identité mortifère ou une identité morte. Et qu'au contraire, laisser librement les personnes déterminer leur identité, c'est aussi manifester le dynamisme de cette identité. La notion de fierté, la notion de dignité. Je me souviens d'une campagne en 2014 à laquelle une série d'associations ici à Bruxelles avait participé. On avait intitulé cette campagne « La dignité n'a pas de prix ». Donc en réalité, c'est revenir vers cette idée aussi qui, me semble-t-il, est important. Le regard de l'autre est important s'il est bienveillant et critique, c'est vrai. Nous ne devons pas non plus être le produit du regard malveillant parfois. Il faut aussi pouvoir s'émanciper du regard d'autrui et de construire une identité apaisée et assumée. La parole est presque à vous. C'est la particularité même de l'exercice d'un challenge. 3 questions nous ont été adressées, et donc je vais d'abord, pas arbitrairement, je suis moi-même soumis à cet arbitraire, les soumettre à 3 de nos 4 intervenants. La première des questions est adressée à Marouane Mohamed. Elle est la suivante. Quelles solutions les étudiants arabo-musulmans peuvent-ils envisager pour être encore plus actifs dans la société et devenir des acteurs qui pèsent dans celle-ci? Sous question, est-ce que les initiatives des jeunes peuvent fonctionner sans les politiques? C'est une question à laquelle Marouane est invité à répondre. La seconde question est adressée à Véronique. Est-ce que le rejet de l'identité européenne par un jeune peut être une conséquence à un, entre guillemets, manque d'opportunités que lui offre la société? Et puis enfin, une question est adressée à Kamel. On entend souvent le terme intégration. Est-il correct d'employer ce mot lorsqu'on parle de jeunes nés en Europe? Vous avez chacun d'entre vous 5 minutes. À l'issue de quoi la parole sera au public et on prendra un maximum de questions en un minimum de temps. Tu veux commencer, Marouane? Alors, en 5 minutes, donc, l'histoire de votre vie pour les 15 années qui viennent. Plus sérieusement, essayons de nous placer dans une logique inverse de celle qu'on adopte lorsqu'on fait nos choix d'études et nos choix de carrière professionnelle. La plupart de nos choix, lorsqu'on réfléchit rétrospectivement à la manière dont on les a faits, n'ont pas nécessité des années de réflexion. On a choisi telle ou telle matière par affinité ou juste parce que nos notes dans ces disciplines-là faisaient la sélection. Parfois parce qu'on a un copain ou une copine qui va vers telle filière. Et puis ensuite, lorsqu'on choisit une orientation professionnelle, je ne sais pas pour vous, mais à l'époque, c'était une scène surréaliste. Juste une seconde. On avait des espèces de grands classeurs comme ça au centre d'orientation. Et chaque page, c'était une fiche métier. Et en lisant une page, on était censé choisir le truc qui va déterminer notre vie pendant à peu près une trentaine d'années. Entre deux pauses à la récréation. Et je ne sais pas pour vous, mais ça me paraît, c'est peut-être le statisticien ou le probabiliste qui parle, mais ça me paraît complètement surréaliste de la disproportion entre le temps et la profondeur de l'analyse qui est faite pour déterminer le choix, et l'impact de ce choix d'orientation, de ce choix professionnel sur 20-30 ans de notre vie. Et il est d'autant plus impactant qu'on vit dans une société qui est parfois tellement normée par rapport aux catégories socio-professionnelles que passer de boulanger à ingénieur statisticien, à pilote d'avion, à cuisinier, ou à artiste, ou à imam, ou à enseignante, et ainsi de suite, c'est pas exactement le parcours type qu'on attend lorsqu'on débute nos carrières. Donc à ce stade où c'est encore possible pour vous, à ce stade où vous êtes encore étudiant ou plutôt jeune actif, essayez d'ouvrir votre esprit à tout ça. Comment ?
Bien entendu, en poursuivant vos études, du mieux que vous pouvez et en cartonnant dans vos études. D'ailleurs, mention à la juste pause. Je n'ai pas compris quand je parle à certains d'entre vous et que je leur demande c'est quoi les objectifs pour cette année. L'objectif c'est « Oh, j'espère que je vais avoir la moyenne ». Quel genre d'objectif est-ce que c'est ça? Et on vit nos études genre une année après l'autre, comme si c'était une espèce de course d'obstacles, et que l'objectif c'est ça y est, j'ai passé, après j'arrive à faire, après j'arrive. Mais quel genre d'objectif est-ce que c'est ça, au ras de la fin de l'année, comme si c'était notre horizon de temps. Donc quand je dis cartonner vos études, c'est pas uniquement ayez des notes acceptables, ayez des super notes, faites les devoirs supplémentaires qu'il faut, ouvrez-vous l'esprit à d'autres cours, puisque vous êtes dans une université qui est pluridisciplinaire, et si vous avez 1 heure de libre, c'est 1 heure pour aller en cours, ou 1 heure pour avoir une discussion avec un prof, un autre étudiant, ou quelqu'un qui a un métier en dehors de l'université, pour vous ouvrir l'esprit. Arrêtez de vous enfermer comme ça. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, essayez d'utiliser un petit peu de votre temps libre pour aider à des causes, quelles qu'elles soient. Précarité sociale, aide aux personnes âgées ou aux personnes seules, aide à des gens qui viennent d'arriver dans le pays et qui ont besoin de s'adapter ou de découvrir le système administratif, aide sur une cause d'inégalité ou de discrimination, aide à tel ou tel domaine, juste pour que vous voyez autre chose et que du point de vue moral, du point de vue éthique, ça vous sensibilise à des choses que vous ne vivez pas vous-même. Pourquoi ? Pas uniquement par bienveillance ou par culpabilité des fois, même si c'est des motivations qui peuvent déclencher quelque chose. Mais pour apprendre quelque chose que même lorsqu'on est adulte et même lorsqu'on voit les années passer, parfois on a du mal à faire. C'est quoi? C'est se décentrer. Se décentrer. Être capable d'entrevoir ne serait-ce qu'un instant dans la réalité de l'autre, ce qu'il ou elle traverse, pour pouvoir renouveler avec cette empathie. Pour pouvoir comprendre qu'on n'est pas seul dans une espèce de phare isolé pendant que le reste du monde évolue. Et c'est ça qui fait qu'on ne prend pas en compte uniquement sa situation personnelle, lorsque ensuite, beaucoup plus tard, quand on est adulte ou responsable d'une association ou d'une entreprise ou d'un pays, on est capable de prendre des décisions en fonction de l'intérêt collectif et pas uniquement en fonction de sa situation personnelle. Et les gens que vous voyez qui se présentent aux élections présidentielles dans tel ou tel pays, bien entendu qu'il y a du cynisme. Bien entendu qu'il y a de l'idéologie, mais il y a aussi une conscience personnelle très limitée de ce qu'est la condition du travailleur, de ce qu'est la condition de la personne qui habite dans un quartier populaire, de ce qu'est la condition d'une personne âgée, d'un migrant ou autre. Et donc, avant même d'avoir formulé l'intention de comprendre, ils en sont complètement exclus parce qu'ils sont incapables de se décentrer, incapables d'entrevoir l'autre, et lorsqu'ils se font face, lorsqu'ils rencontrent un travailleur, lorsqu'ils rencontrent une infirmière, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui doit se lever tôt, vous voyez sur leurs yeux qu'ils n'ont pas l'habitude. Et ça ouvre un bug spatio-temporel pour eux. Et c'est le réel qui leur jaillit en pleine figure. Donc, le parcours d'études et d'excellence au sens large du terme, la participation en dehors des études à des causes, ou bien à des missions de travail pour s'ouvrir l'esprit, et puis quelque chose que je dis tout le temps à mes enfants, maintenant que je suis un vieux, c'est d'essayer de penser au futur, de se dire, voilà, Fatima, Pierre, Karine, Chang, essayez de s'imaginer dans 20 ans. Dans 20 ans, c'est quoi la biographie que tu aimerais écrire de toi? Tu voudrais être connu ou reconnu par ton entourage? Pourquoi? Tu voudrais laisser quelle contribution? Et donc, plutôt que de penser en étant uniquement déterminé par tes expériences passées, tel type d'études, tel type de reproduction sociale et ainsi de suite, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, moi, dans 20 ans, et quel est le plan d'action pour pouvoir atteindre cet objectif? Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre un champ de possibles qui est incroyable. Et ensuite, ayez le courage d'avoir des rêves, ayez le courage d'en faire des projets, et puis ensuite de les réaliser. Ça se fait un pas après l'autre. Mais si Dieu ne vous a pas fermé une porte, ce n'est pas des êtres humains qui vont vous la fermer. Donc n'hésitez pas à formuler ces rêves-là et à les vivre. Vraiment, merci. Après ma voix, c'est difficile. Donc moi, la question c'était, est-ce que le rejet de l'identité européenne par un jeune peut être une conséquence à un manque d'opportunités que lui offre la société? Alors je vais peut-être prendre les termes l'un après l'autre. D'abord la question de l'identité européenne. Moi il me semble que l'identité européenne déjà elle est toujours en construction. Le projet européen lui-même reste en construction.
Et il est même pour le moment particulièrement en difficulté après le Brexit et peut-être encore d'autres choses que l'avenir nous réserve. Et donc, je pense que même lors d'époques moins troublées, le niveau européen, il a pu sembler à tous les citoyens nationaux comme quelque chose d'un peu éloigné de sa citoyenneté au jour le jour.